Bonjour, je suis Nelly, la créatrice du podcast Le pouvoir au féminin et je suis ravie de vous présenter ce premier cross de l'été avec le podcast Tech Lipstick animé par Aurélie, passionnée par la tech et l'IA. Dans ce podcast, elle interviewe des entrepreneurs, des salariés de start-up, des ingénieurs, des investisseuses, des fondatrices d'associations et des expertes pour aider à explorer, décoder et se lancer dans le futur. L'objectif de ce podcast, c'est de voir comment les femmes se positionnent dans la tech et comment est-ce qu'elles perçoivent ce milieu-là. Donc tout à fait dans la lignée du podcast Le pouvoir au féminin, mais spécialisé sur la tech. Alors pour ce cross, j'ai choisi l'épisode avec Farah Chapchoub, CTO de Worklife et cofondatrice de Women of Influence. Je l'ai choisie parce que elle incarne l'excellence technique, elle est la vision stratégique et humaine, elle défend avec passion la diversité, la place des femmes dans la tech, et elle pense vraiment que la diversité est un moteur d'innovation et d'excellence et un vrai vecteur de transformation dans les startups. C'est un profil que j'ai beaucoup aimé, une interview qui m'a beaucoup plu et que je suis ravie de vous partager cet été. Belle écoute! Bienvenue sur Tech Lipstick, le podcast qui t'emmène à la rencontre de femmes qui façonnent l'avenir de la technologie. Entrepreneuses, actrices clés de start-up ou promotrices de la diversité dans le secteur tech, leurs parcours sont ici pour t'inspirer. Prépare-toi à découvrir en notre compagnie des innovations et des applications qui changent le monde. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider dans cette exploration. Je suis ravie de recevoir une jeune femme qui brille dans le monde de la tech avec une fonction emblématique, celle de Chief Technology Officer, dont on va parler évidemment, de même que de son engagement pour les femmes, pour que les femmes s'entraident et occupent des positions de leader. Farah, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir. Comme habituellement dans Tech Lipstick, je vais te demander de te présenter succinctement. Peut-être en allant un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir sur LinkedIn, si tu as deux, trois petites choses perso que tu as envie de partager. Avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, c'est Farah Chapchoub. Et moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans la tech, surtout dans les startups scale-up, avec des postes qui sont de responsabilité autour du leadership technique. Donc, j'ai commencé en tant que Quality Engineer et très rapidement, j'ai évolué vers un poste de Head of Quality Engineering, puis Head of Engineering et maintenant CTO chez Worklife. Je suis passée par des boîtes qu'on connaît certainement, Litchi, MangoPay, Encore Store. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Tu habites Paris? J'habite Paris, exactement. Tu fais du sport? Écoute, je fais du yoga tous les lundis soirs et je fais beaucoup de photos. J'adore ça. Et après, je fais aussi de la peinture à l'huile le week-end, tranquille chez moi. Un canon. Donc, tu as une formation en informatique, un parcours universitaire. Tu veux peut-être nous en parler et puis nous dire quel genre d'élève tu étais. Pourquoi, ça fait plein de questions en une, mais tu vas voir pourquoi. Et pourquoi, comment t'es venue l'envie de faire des études d'info? Alors, moi, j'ai un parcours, j'ai fait une licence en informatique au départ, puis après, j'ai fait un master sciences de l'ingénierie avec une spécialité sur tout ce qui est traitement automatique de l'image et machine learning. Donc, à l'époque, on ne connaissait pas encore ChatGPT, Midjourney et tout ça, mais en fait, moi, j'étais vraiment fascinée par tout le travail que Google a fait sur ces sujets-là. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur quelque chose qui va aligner la partie créative que j'adore, comme ce que je te disais tout à l'heure, la photo, l'image, la peinture et l'informatique que j'aime aussi beaucoup parce que, en fait, pour la petite anecdote aussi, moi, j'ai été enfant unique pendant 8 ans. Et mon père était un gros geek, pourtant il ne faisait pas du tout ça comme travail, mais donc du coup j'ai passé beaucoup de temps avec l'ordi. Et donc voilà, j'avais vraiment cette double passion entre l'art et passer du temps avec ma machine. Et donc du coup, partir sur un master qui lie les deux, c'était pour moi totalement logique. Donc. Ça m'amène une question, alors je trouve ça hyper intéressant. Parce que tu vois, en discutant avec des invités, on a beaucoup cette discussion autour de pourquoi il y a si peu de femmes dans la tech. Alors, on ne va pas revenir sur les chiffres, même si on y reviendra quand même. Donc, ce pourquoi, souvent, la conclusion, c'est ça démarre très tôt. Ça démarre avant même l'orientation. Ça démarre plutôt vers 10-11 ans. Et là, tu es l'exemple, et j'en ai d'autres, mais tu es l'exemple de une jeune fille qui a grandi avec des outils informatiques. Et du coup, tu t'es pas dit à aucun moment, c'est pas pour moi, c'est pas accessible.
Non, jamais. Par contre, ma mère, elle me l'a dit. Parce que quand je suis partie, pour la petite histoire, quand j'ai fait sciences de l'informatique, parce que moi je suis tunisienne, donc je l'ai fait avant le bac, hein, ce choix-là. Hein. Je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Donc j'étais super jeune quand même pour faire ce choix. Et ma mère, elle était mais totalement contre. Non pas parce qu'elle était contre l'informatique, mais parce que les personnes qui voulaient réussir, elles allaient plutôt faire des maths, voilà, des SP plus scientifiques et des choses comme ça. Et c'était pas encore à la vogue de voir des femmes voilà, dans l'informatique, je pense, et encore moi, des gens qui réussissent dans l'informatique tout court. Et donc voilà, moi j'ai eu vraiment beaucoup ces discussions avec ma mère. J'ai dû d'ailleurs batailler pendant tout un été pour pouvoir faire ma SP et ce que je souhaitais. Mais par contre, dès que j'ai fait ce choix-là, elle était vraiment toujours là à mes côtés, elle m'a supportée, elle continue à me supporter. Elle est fière même, non? Ah, mais bien sûr. Mais après, le truc, c'est que bien sûr, en fait, aujourd'hui, il y a des biais. Quand on est enfant, on va plutôt, en tant que fille, être orientée vers même les jeux. Ça commence à partir de ce moment-là, vers des jeux qui vont être plus sur des métiers que par la suite qui vont être masculins, que des jeux qui vont nous aider à avoir des rôles de leadership ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, qui me tient énormément à cœur d'aller voir comment on peut casser les codes et montrer aussi aux jeunes filles que c'est possible, qu'on a aussi des rôles modèles et qu'on a aussi toute notre place dans le domaine de la tech, parce qu'aujourd'hui, on a aussi besoin des femmes autour de la table sur ce sujet. Clairement, dans tes études, est-ce qu'il y avait à peu près un équilibre dans les étudiants et étudiantes ou pas du tout? En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais en Tunisie, c'était le cas. Voire même, on était plus de femmes, de filles à avoir fait SP informatique que d'hommes. Dès que je suis arrivée en France, là, par contre, c'était totalement différent. Tu vois, quand je suis arrivée en licence, je pense qu'on était 2 ou 3 en tout sur une classe de une trentaine de personnes. Et quand je suis arrivée en master, là, on avait un peu plus d'équilibre. Mais en fait, mon master, ce qui était aussi drôle, c'est qu'on était quasiment 98% de mon master, c'était des étrangers. Donc, j'avais pas du tout de personnes françaises. Quasiment, il y avait sur une promo de 24 personnes, je pense qu'ils étaient 2. Donc, c'était quand même aussi frappant de voir que du coup, bah, dès qu'on avait une diversité, on avait une mixité qui allait avec. Super intéressant. Et ça, on l'a déjà eu, cette discussion avec plein d'invités sur le fait que en Afrique du Nord, en fait, les femmes s'interdisent absolument pas. Au contraire, elles vont vers, quand elles sont bonnes élèves, elles vont vers ces filières-là. Et on se demande, avec d'autres invités, mais qu'est-ce qui se passe en France? En fait, qu'est-ce qui se passe pour que on décourage les filles à ce point-là d'aller vers ces études? Alors, il y a des mauvais gens qui vont dire non, mais les filles n'ont pas envie. Écoute, je sais pas, parce que moi, je pars quand même d'un pays qui est exceptionnel, la Tunisie, parce qu'en Tunisie, on a quand même, pour noter, la Tunisie compte le plus gros taux d'ingénieurs femmes au monde par rapport au nombre de la population. D'accord, mais alors comment vous faites? Voilà. Mais la Tunisie, d'un point de vue déjà droit des femmes, etc., c'est déjà un vrai pays qui a été précurseur. Hein. Pour l'histoire, les Tunisiennes ont eu le droit de vote avant les Françaises. Donc, c'est une société qui est extrêmement matriarcale, qui a réussi toujours à mettre les femmes en valeur. Les femmes ont une énorme place dans la société, dans la prise de décision. Donc, de base, il n'y a pas ces problématiques-là de genre. Il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais en tout cas sur les choix et sur l'indépendance financière de la femme, etc. C'est des sujets qui sont là et qui sont depuis l'indépendance, entre guillemets, la fin de la colonisation, qui ont pris beaucoup d'ampleur et sur lesquels le pays il a beaucoup travaillé d'un point de vue législatif et puis par la suite sociétal dans le quotidien. Mais après, au-delà de ça, sur l'informatique en particulier, le pays il a beaucoup investi aussi. J'avais fait d'ailleurs un post là-dessus sur LinkedIn pour montrer aussi que, en fait, dans les années 2000, quand on a commencé à avoir les ordinateurs, la Tunisie a fourni des prêts à taux zéro pour toutes les familles moyennes pour pouvoir s'acheter des ordinateurs personnels. Et ça fait que les ordinateurs personnels, ils ont envahi la maison. Donc la tech,
elle faisait partie de la maison. Puis après, on a eu une spé informatique, ce que je te disais tout à l'heure, qui commence d'ailleurs, on commence les cours d'informatique. Moi, à mon âge, j'avais des cours d'informatique dès le primaire, dès la 4e année primaire. Donc, ce qui faisait que, on a ouvert Ça faisait aussi... partie du paysage, en fait. Exactement. Ouais. On a ouvert l'esprit. On a montré qu'il y avait un énorme potentiel. On a aussi fait des actions au-delà même de la politique, mais législative. Il y a eu aussi la société civile qui était là, parce que du coup, il y avait aussi pas mal de clubs autour de mécanique, comment démonter des ordis, etc. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a mis le pays en osmose autour du sujet de la tech. Et on est devenu aujourd'hui quand même, la Tunisie aujourd'hui, elle est un hub, et pas que la Tunisie, je pense que toute l'Afrique du Nord est un hub de talent autour de sujets de la tech. Et la femme est une partie intégrante de tout cela, au vu du coup de tout ce qui s'est passé autour de la femme en Tunisie depuis des années. Donc, tu vois, c'est une double visualisation qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, en France, c'est possible aussi. On n'est pas si loin, mais peut-être que en fait, la population aussi est plus grande, que les défis sont aussi différents. C'est une autre culture. Hein. On ne peut pas calquer des modèles, malheureusement. Ce qui marche dans un pays n'est pas forcément la potion magique pour que ça marche ailleurs. Et c'est pas parce que en Tunisie que c'est comme ça que, entre guillemets, qu'en France, c'est mauvais. Mais moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que si la France m'a permis d'être là où je suis. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer le système dans lequel on est aujourd'hui, que c'est possible aussi en France, mais il faut juste réussir à le démontrer davantage et à le mettre le plus en valeur pour qu'on puisse en tirer le maximum collectivement. Clairement, il y a de toute façon un gros sujet autour de la connaissance des métiers, des opportunités, et c'est pour ça qu'il y a plein d'initiatives et on va en reparler. Je voudrais qu'on revienne à ton démarrage de carrière, puisque il me semble que tu as commencé chez Dassault Systèmes. Donc c'est là que tu te formes à ce métier de Quality Insurance Engineer. Tu vas nous expliquer, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditrices et auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ouais, totalement. En fait, j'ai débarqué chez Dassault Systèmes parce que j'avais fait mon master en apprentissage. Et à l'époque, du coup, je cherchais un apprentissage qui pouvait vraiment avoir cette partie imagerie et la partie, du coup, tech. Et en fait, c'était incroyable parce que j'avais fait plusieurs stages et tous mes stages étaient autour de ce sujet de la qualité. Et c'est quoi le sujet de la qualité ? C'est vraiment aller revoir les spécifications du produit, les challenger, donc dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est quoi les cas auxquels on n'a pas pensé, auxquels l'utilisateur il va du coup faire face, et comment du coup nous on va les gérer, et par la suite du coup tester ces cas-là, que ce soit manuellement ou à travers des scripts du coup d'automatisation, pour que du coup on réduise la capacité manuelle et on automatise la chaîne du coup de développement. Et donc moi j'avais fait beaucoup de stages autour de ça, et donc c'est comme ça que j'ai débarqué chez Dassault Systèmes, avec cette vision-là qualité plus imagerie, parce que j'étais sur un projet d'imagerie. Et en fait j'avais réellement adoré cette position parce que j'avais découvert à ce moment-là que la position du quality engineer, elle est une position qui est entre le business, parce que on ne peut pas non plus pointer des scénarios qui n'ont pas d'impact business. Donc, si c'est des choses qui n'ont pas du tout de probabilité d'arriver, ça ne sert à rien de les détecter. Et de l'autre côté, il y avait aussi un vrai challenge qui était de comprendre la technicité qui était derrière. Parce qu'autrement dit, on n'allait pas pouvoir aussi pointer les vrais cas qui posent réellement problème d'un point de vue développement. Donc, il fallait vraiment avoir cette gymnastique-là, aussi bien technique d'aller jusqu'au bout du problème et de comprendre comment c'est implémenté, et le business, c'est comment le modèle fonctionnait. Donc, j'ai vraiment aimé ça, et par la suite, du coup, quand je suis partie de chez Dassault, j'étais convaincue que je voulais travailler dans un environnement plus petit pour voir ma valeur, donc plus start-up, et que je voulais continuer à travailler dans le sujet de la qualité. Et c'est comme ça, du coup, que par la suite, s'en est enchaîné les expériences start-up scale-up. Donc, tu es partie plutôt côté finance, hein, si je ne m'abuse, Litchi, MangoPay, des très belles entreprises, des très belles startups. Il y a eu un changement d'échelle entre Dassault Systèmes et Litchi. Ça t'a fait quoi ? Comment t'as trouvé ce passage ? Alors, pour la petite histoire, en fait, quand j'avais rejoint Dassault, c'était une boîte qui venait d'être rachetée par Dassault. Donc, j'étais dans un microcosme d'une petite boîte qui était en train de s'intégrer dans un grand groupe.
Donc, j'avais un peu les deux visions, des start-upers qui étaient là dès le début et qui sont en train de s'intégrer dans un grand groupe, et le grand groupe qui rachète. Donc, voilà. Et du coup, quand je suis partie chez Mongopellici, c'était aussi une belle coïncidence parce qu'en fait, je suis arrivée juste après le rachat par Crédit Mutuel Arkea. Mais la vision de Mongopellici et de Crédit Mutuel Arkea, c'était aussi de garder l'indépendance. Donc, et c'était ça qui, moi, m'intéressait. Donc, c'était super, vraiment une expérience incroyable pour moi aussi de voir cette dynamique à petite échelle, comment, dès qu'on fait quelque chose, on peut vraiment faire valoriser son travail davantage, voir vraiment son impact, avoir aussi on va dire, des discussions très très business, alors qu'en fait chez Dassault Systèmes on reste quand même dans un grand groupe parce que ça a été acquis, donc je pouvais pas aller parler avec le CEO voilà, d'une manière directe, alors que là le CEO son bureau était juste à côté et que vraiment c'était, et ça m'a énormément éduquée d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à toute la partie investissement, toute la partie comment fonctionnent les levées de fonds, ces startups, cet écosystème, comment ça marche. Et vraiment, moi, j'avais adoré, et quoi, je continue à rester dedans. Donc, vraiment, j'adore cette partie-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, encore, hein, je suis chez Worklife qui vient d'être racheté par Crédit Agricole. Donc, on Tu le reste quand savais même... quand t'es rentrée, tu savais? Oui, oui, je le savais. Et en fait, j'avais vraiment, entre guillemets, flashé sur l'expérience exactement pour ça, parce que je me suis dit, ça va être le même momentum. Je l'ai déjà fait chez Mongopellici, mais à plus petite échelle, entre guillemets, en termes de poste. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir le refaire, mais avec les commandes, les manettes dans les mains, et voir où est-ce que je peux emmener les sujets avec un grand groupe. Et sincèrement, je continue d'apprendre tellement tous les jours, parce que même si ça ressemble, l'histoire, elle se ressemble, mais mine de rien, on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans le même dynamisme, et donc du coup, je découvre aussi de belles nouvelles choses, et j'apprends tous les jours de l'expérience qu'on a aujourd'hui avec Worklife et Crédit Agricole. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, et après on enchaînera, c'était sur le fait que tu parlais de bien comprendre, quand tu intègres une start-up, les éléments comme la levée de fonds qui font partie de finalement la vie d'une start-up. Je pense que ça, à un moment, même si tu n'es pas CEO, même si tu n'es pas dans le comité de direction, tu en entends parler. Il y a tout un vocabulaire autour de ça. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes à des jeunes qui rentrent dans ce secteur, de justement s'informer? Ah, mais 1000 fois. D'ailleurs, que ce soit grand groupe ou petite start-up, comprendre comment le financement fonctionne et comment les business models fonctionnent, c'est quelque chose de ultra important, parce que, on sait déjà quel est le risque qu'on prend dans une boîte, et on sait aussi combien on peut demander. Parce qu'une boîte qui a levé un seed avec très peu de moyens, elle ne peut pas donner, que ce soit des opportunités d'évolution, quoique, mais en tout cas des opportunités financières qui vont être les mêmes d'une série C backée par... Par contre, elle peut partager... Elle peut partager la valeur, exactement. Valeur, ouais. Donc, c'est quand même pour moi, c'est aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel on est, c'est important de le comprendre, parce que c'est vraiment de là commence aussi la visualisation de son poste, de tout ce qu'on peut demander, de tout ce qu'on peut avoir, et voilà, de nos droits et devoirs, entre guillemets. Donc, ça marche. Et c'est pas du tout aussi la même dynamique d'un point de vue engagement et même effort. Parce que, par exemple, quand on rentre dans une boîte qui a beaucoup levé, qui a une certaine stabilité avec 400, 500 personnes, c'est quasiment maintenant un grand groupe. Donc, en fait, on va pas nous demander à travailler sur tous les sujets, à mettre la patte partout. On va être plutôt en silo, travailler sur notre expertise et aller la développer. Alors que quand on est dans une start-up qui n'a pas beaucoup levé encore, et que c'est une équipe de 40 personnes, et on va pouvoir certainement toucher à tout, rester tard, voilà quoi. Et il faut pas être aussi se dire pourquoi je dois rester tard, quoi. C'est normal aussi, ça fait partie du délire. Donc voilà, pour moi, clairement, je te rejoins. C'est un sujet sur lequel les personnes qui aujourd'hui cherchent à aller dans cette dynamique-là, sur le métier, quoi, sur chercher un métier et chercher une nouvelle opportunité, il faut s'intéresser. Clairement. Alors, je mettrai dans l'épisode le lien vers les 4 épisodes que j'avais fait avec Sylvie Matz et Laura Bocobza sur la levée de fonds d'un côté,
Et puis sur comment gérer son board, parce qu'en fait, ça permet de comprendre comment fonctionne dans une startup un advisory board et puis un board tout court. Donc, c'est des épisodes importants pour se cultiver sur le sujet. On va revenir à ton évolution de carrière. Tu as donc occupé ces postes sur la qualité et puis à un moment, tu as basculé sur l'engineering. Est-ce que tu peux justement parler de la différence entre les deux et comment s'est passée cette évolution-là? En fait, il y a jamais eu une réelle différence entre guillemets, dans le sens où en fait, moi, j'ai toujours eu un poste d'engineering avant tout, mais qui était spécialisé sur la partie qualité. Et à la différence de peut-être quelques postes qu'on peut voir sur la qualité qui peuvent être 100% sur la partie manuelle ou des choses comme ça, moi, j'ai toujours eu des postes et des missions qui ont attrait à toucher à toutes les parties du cycle de développement. Donc, au-delà même de l'automatisation des tests, on a travaillé par exemple chez MongoPay et Litchi sur l'observabilité, on a travaillé également chez Anchor Store sur tout ce qui est cycle de développement et la pipeline, la CI/CD. On a travaillé aussi chez Anchor Store également sur tout ce qui est migration de notre infrastructure et comment on le fait pour gagner avec une continuité de service. Donc, c'était en fait à chaque fois, moi j'ai eu des rôles qui touchaient à du DevOps et qui touchaient à l'automatisation des tests et qui touchaient aussi aux produits et qui s'intéressaient beaucoup à ce que faisaient les développeurs jusqu'à ce que j'arrive chez Anchor Store où là je travaillais aussi main dans la main avec des développeurs back-end et front-end pour concevoir avec eux tout ce qui était autour de la qualité et les rendre autonomes. Et donc là, c'était encore plus main dans la main avec les ingénieurs, on va dire full stack ou back-end et front-end. Et donc, c'est arrivé naturellement, j'ai envie de te dire, avec le temps, avec l'expérience. Et voilà, maintenant, chez Worklight, je gère tous les corps de métier. Et en fait, pour moi, la qualité, ça a toujours été plutôt un fil conducteur en termes de culture, d'excellence, de process, de manière de faire que j'ai apporté dans les équipes, plus que même un métier tout seul. Ça n'a jamais été un métier tout seul. Ok, c'est voilà. Clair. Donc là, qu'est-ce que tu rajoutes à ton portefeuille quand tu es CTO? Donc là, tu étais beaucoup sur la partie développement. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Plein de choses, j'imagine. Largement plein de choses. Le réglementaire. Le réglementaire. Les achats. Les achats, ça a toujours été là, parce que j'avais quand même des équipes d'engineering à plus de 25 personnes, donc il y avait quand même des achats et de la gestion de budget. Mais je dirais aujourd'hui, les sujets qui vont prendre plus d'ampleur, c'est des sujets à attrait la sécurité, les sujets qui sont en lien également avec l'architecture. Et comment cette architecture-là va évoluer dans le temps, sur lequel avant j'avais plutôt un rôle où j'étais consultée. Maintenant, je suis décideur de ces choix. Donc, c'est très important de comprendre aussi ce qui se passe derrière. La continuité aussi de service en termes d'infrastructure. Je te parlais tout à l'heure, c'était plutôt avec le run, en gros, ce qui se passait tous les jours, comment s'assurer de la continuité. Mais j'avais pas des problématiques de comment j'allais gérer la scalabilité de l'infrastructure. Là, c'est des problématiques qui sont là et qu'on est en train de gérer avec mes équipes. Donc voilà, il y a beaucoup de briques. Mais en vrai, moi, je suis plutôt très contente parce que j'ai aussi aujourd'hui l'opportunité de pouvoir valoriser toute l'expertise que j'ai et la culture et cet ADN qui est en moi, qui est l'excellence et la qualité, dans des équipes avec une vision de scalabilité. Donc, c'est ça qui me fait plaisir au quotidien, finalement. Donc, donc ça, c'est ce que tu aimes dans ton métier aujourd'hui. C'est quoi tes challenges? Là, aujourd'hui, le plus gros du challenge, c'est comment réussir à faire cohabiter des personnes qui sont là, qui ont été dans le early stage d'une startup et qui sont là pour kickstarter une solution et faire un truc peut-être un peu crade mais qui marche, avec des personnes qui sont là et qui vont plutôt ramener de la rigueur et nous aider à aller vers la bonne vision en termes de scale. C'est vraiment de la conduite du changement, c'est de l'accompagnement et de s'assurer que du coup on va finalement, in fine, en tant que boîte, vers les bons choix. Donc c'est des challenges aussi bien organisationnels que techniques.
Voilà. Donc là, on est vraiment en plein dedans. J'ai des équipes qui ont bien scale depuis le début de l'année. J'étais à 8 personnes, là, on est plutôt une vingtaine. Et on continue en plus. Donc, opportunité de recrutement. Oui, totalement. D'ailleurs, j'ai des postes qui sont toujours ouverts. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent venir nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas de m'écrire. Mais clairement, du coup, c'est des beaux challenges, je dirais. C'est clair, c'est clair. On va revenir sur cette partie gestion humaine. Avant, je voudrais te demander si tu avais anticipé finalement ces évolutions de carrière. Je crois que tu as fait un post sur LinkedIn en disant il faut gérer sa carrière comme un produit. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ce concept-là? Parce que je suis toujours à me poser la question, ça me revient tout le temps, est-ce qu'il faut être opportuniste ou est-ce qu'il faut planifier? Très, très, très belle question. Écoute, en fait, moi, j'ai toujours su ce que je voulais. C'est très prétentieux certainement de dire ça, mais en tout cas, que ce soit d'ailleurs par rapport au travail ou même quand je vais aller acheter des habits ou quoi que ce soit, je ne vais jamais à un endroit sans savoir ce que je veux. Je planifie beaucoup de choses et d'ailleurs même mes voyages, c'est un Excel à l'heure près, quoi. Je suis très organisée par rapport à cela, et peut-être même trop. Oui, c'est peut-être pas des vacances avec toi. Alors. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'aime pas du tout les imprévus. Donc du coup, si je pars en vacances et qu'il y a des imprévus non prévus, je suis pas bien. Voilà, c'est un concept. Mais bon, heureusement que j'ai un mari qui est comme moi, donc ça va, ça marche. Mais voilà, donc du coup, en fait, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la planification, c'est surtout savoir ce que nous, on souhaite et quelles sont nos valeurs. J'en parlais d'ailleurs dans un autre podcast, mais c'est quoi nos valeurs et qu'est-ce qui résonne avec mes valeurs et mes ambitions. Donc, se connaître, c'est le plus grand du travail et ça, on ne peut pas être juste opportuniste si on ne se connaît pas. Parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'opportunités, mais on va probablement pas pouvoir faire des choix d'une manière éclairée par rapport à soi-même. Donc, connaître ses valeurs, c'est un travail à faire quand on commence sa carrière ou même au milieu d'une carrière ou même quand on fait d'ailleurs on change, on fait une réorientation en cours de route, c'est aussi possible, mais il faut se connaître, savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir au quotidien. On reste quand même des humains avant tout, donc quand on se lève le matin, il faut avoir la banane, être content d'aller au travail, faire ce qu'on fait, et voilà, c'est comme ça qu'on va avoir de l'énergie, mine de rien, parce que sinon, ça va être quand même difficile de tenir dans la durée. Et en fait, une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut pas non plus être bloqué par rapport aux opportunités, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, on prévoit des choses, mais le destin prévoit 1000 autres choses qui sont peut-être plus grandes, plus ambitieuses. Et en fait, il faut aussi être ultra attentif aux signaux qu'on a en face de nous. Et moi, j'ai une philosophie derrière ça. Et je me dis toujours, si je perds quelque chose, c'est certainement parce qu'il y a des choses qui sont 1000 fois meilleures qui vont venir derrière. Donc, essayons de voir c'est quoi le message qui est derrière et par rapport à mes valeurs et ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui résonne là-dedans? Et généralement, par la suite, quand je vais faire des choix, je suis extrêmement contente et je n'ai jamais des moments où je suis là en train de faire une introspection en me disant « Ah, j'aurais jamais dû faire ce choix ». Bien sûr, il y a des choix que j'ai faits que je regrette et tout, mais même les mauvais choix, je reste convaincue qu'ils m'ont aidée à finir là où je suis aujourd'hui et à être toujours en adéquation par rapport à mes valeurs. Et alors, du coup, ma question rituelle sur si tu avais une machine à remonter de temps, le temps que tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil. Alors, tu veux même pas en entendre parler ou tu y as réfléchi? Non, je pense, tu vois, le conseil que je me donnerais, c'est lâcher prise. C'est le plus important. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux et je suis quelqu'un de très exigeant. Que ce soit avec moi-même ou avec les autres. Et avec soi-même, parfois c'est très, 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 très dur. Surtout, ça n'aide pas à lâcher prise. Et du coup, ça n'aide pas non plus à pouvoir prendre de la hauteur quand il le faut. Bon, heureusement, jusque-là, je pense que ça va. Ça s'est bien passé pour moi. Et heureusement, je touche du bois. Mais c'est quand même... On ne peut pas rester dans un flux où on n'est pas
on prend pas soin de soi-même et voilà, on reste dans un fil tendu, quoi. Ça peut pas marcher sur la durée. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts là-dessus, hein. Je sais que je suis pas encore là où je souhaiterais être, mais je pense que De quel point de vue? en fait, par exemple, je prends très peu de temps pour juste déconnecter, pour rien faire. Et quand je prends du temps pour rien faire, ce que je vais faire, c'est que quand je reprends à 4000%. Je racontais là tout à l'heure à mon CEO, et c'est super drôle, ou pas d'ailleurs du tout. Il y a 2 semaines, je suis allée faire du sport et en fait, j'ai pas réussi. J'ai fait ma séance de sport, j'ai pas du tout réussi. Je pense que j'étais trop fatiguée, jamais j'aurais dû aller à ma séance de sport. Mais et du coup, en fait, après ma séance de sport, je suis sortie et j'aurais pu juste lâcher prise, dire c'est pas grave. C'est pas grave, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et en fait, pas du tout. Je suis allée manger et le soir, j'ai fait 2 heures de sport pour rattraper 1 heure de sport que j'ai pas faite. Et c'est totalement fou, quoi. Tu te dis, non, mais t'as pas réussi il y a 2 heures, c'est quand même fou de le refaire 2 heures après. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je demande beaucoup à moi-même et je continue, je m'auto-entraîne dans des choses, quoi, dans des montagnes russes comme une grande. Mais je pense que c'est ma manière aussi d'être, hein, et j'ai du mal à l'accepter aussi. Hein, donc c'est aussi une des choses sur lesquelles je travaille, c'est d'accepter parfois d'être peut-être beaucoup trop exigeante et de pouvoir descendre un peu les exigences en même temps. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'aide? Quel conseil tu donnerais, toi, pour justement, tu parlais de se connaître soi-même, c'est pas évident. Tu fais pas ça seule en général. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont aidé, que ce soit des personnes ou des méthodes ou des livres ou des... Alors, j'ai eu beaucoup de temps quand je suis arrivée en France où j'étais toute seule dans un appartement à faire mes études et donc à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de temps d'introspection, j'ai beaucoup écrit. Ça m'a énormément aidée. Un journal, quoi, en fait. Exactement, un journal. Et après, ce qui m'aide aussi, c'est que, par exemple, aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, ma séance de sport. Aujourd'hui, même si je suis difficile avec moi-même, avec même la séance de sport, mais quand même, je fais des séances de yoga tous les lundis soirs et ça m'aide énormément à décompresser. Je prends aussi le temps quand je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que voilà, je suis dans un fil tendu. Je marche beaucoup. Je peux faire aussi de mes réunions en marchant. Par exemple, cette semaine, il y a 2-3 jours, je me suis levée à 5h du matin, j'arrivais plus à dormir, je me dis c'est pas grave, je suis sortie, je suis allée aux Tuileries, j'étais toute seule, mais j'étais trop bien, j'ai marché pendant 2 heures. Et en fait, je suis revenue, j'étais totalement plus apaisée, j'avais les idées qui étaient largement plus structurées et j'étais mieux, quoi. C'est ça le lâcher prise aussi. Ah oui, totalement. Et le 3e point, je dirais, faut aussi s'écouter. Et quand je dis s'écouter, ça va peut-être paraître bizarre pour ceux qui nous écoutent, mais ça m'arrive aussi souvent de m'enregistrer et de me réécouter. Donc, de faire que ce soit des affirmations positives ou même parfois juste me dire « faut faire ça, ça ». Et en fait, le fait que je m'écoute parler, moi, personnellement, en tout cas, ça m'aide beaucoup et ça me permet de progresser et de m'écouter à la fin, voilà. Moi, je pousse le vice jusqu'à faire ça, parce que j'ai à peu près le même fonctionnement avec ChatGPT. Ah, trop bien. Donc, je parle à ChatGPT, il me répond, et même il me fait des suggestions. Ah, mais c'est excellent. C'est sur l'app mobile, en fait. Ah, mais du coup, genre avec le ChatGPT O, du coup, tu le fais ou tu le fais vraiment en l'écrivant? Ah non, c'est oral. Ah, avec le O. Ok, ouais. Trop bien. Donc, faut que je teste. Je teste. Donc, franchement, ça marchait déjà avant, sauf que là, avec le O, il est encore meilleur. Incroyable. J'ai pas du tout testé. Ah, mais vas-y, tu vas adorer. Parce que, alors, par exemple, tu veux t'entraîner pour ta prochaine interview, tu lis, mets-toi dans la peau du journaliste et vas-y, pose-moi les questions. Trop bien. Ouais. Écoute, je testerai. Merci Aurélie. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du fait que tu fais partie des rares femmes CTO. Il y a une étude du BCG de 2022, je t'avais dit qu'on reparlerait de chiffres, qui met en lumière que sur le French Tech 120, il y a seulement 3 femmes CTO. En fait, c'est un vrai désastre. Donc, on a déjà parlé un petit peu des causes, etc. Est-ce que vous vous mettez en club?
Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'initiative que tu as démarrée avec 3 autres femmes formidables? Yes, avec grand plaisir. Pour la petite histoire, l'étude de BCG, c'est une étude BCG Sista qui est tombée, je pense, en 2022. Et en fait, ils sont venus la présenter en avant-première chez Women of Influence. C'était notre premier gala. Et en fait, ils sont venus la présenter lors du gala. Pour ceux qui connaissent pas Women of Influence, nous, on est une association qui vise à avoir plus de femmes au sein de rôles exécutifs et plus précisément dans les boards. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu me parles des CTO dans les French Tech 120. Mais alors, si on en parle de ceux qui sont dans les boards, alors là, je pense qu'il n'y en a pas. C'est quasiment le néant. Donc, nous, en fait, on a eu l'idée pendant le Covid parce qu'on se retrouvait à faire des calls. On s'était dit comment ça se passe et tout. Et chez les unes et chez les autres. Et en fait, on a fait des calls. Et un jour, on s'est retrouvés avec les filles, donc Siam, ouais, vas-y, Ludie et Florence. Et en fait, on était là, mais en fait, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. On se retrouve toutes pour prendre pour faire un workshop, pour prendre des verres aussi, pour discuter de nos problématiques dans les équipes, etc. Bah, vas-y, on en fait quelque chose. Et c'est comme ça que du coup, on a créé l'association Women of Influence. Et aujourd'hui, c'est quand même une association qui est là, qui a vocation d'accompagner les femmes qui souhaitent avoir ce rôle-là. Et au-delà même d'accompagner celles qui veulent l'avoir, c'est aussi celles qui l'ont et qui veulent le conserver. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui accèdent à des rôles à responsabilité, mais qu'en fait, ils se disent, au bout de 2 mois, de 3 mois, de 1 an, non, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur, j'y arrive pas, et qui en fait touchent vraiment le plafond de verre et qui vont aller demander soit à être rétrogradées ou mutées, ou même parfois ils changent totalement de travail. Et ça, nous, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et on fait tout avec Women of Influence pour vraiment aider ces femmes à parler, à s'inspirer de ce qui se passe et du coup à évoluer. Et donc, tu étais avec nous au gala, là, tu vois que clairement, tu vois l'engouement qu'on a eu là pendant ce 3e d'ailleurs gala qu'on a eu. Et clairement, on voit que les femmes, elles ont besoin d'avoir un espace pour parler, pour discuter, pour s'inspirer et pour briller aussi. Prendre la place. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, totalement. Briller, y compris, je discutais il y a quelques mois avec une personne qui est en charge pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris de la partie développement Women in Tech et qui disait combien c'était difficile de prendre la place dans les médias, y compris quand on s'appelle la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Elle faisait référence à un gros événement tech où, en allant voir les gros médias, elle disait non, mais ça ne nous intéresse pas, on en parle déjà beaucoup. D'où ça sort, en fait. Donc effectivement, l'action de Women of Influence fait partie de l'écosystème de finalement tout ce qui peut se réveiller, enfin tout ce qui peut éveiller à la fois la conscience des femmes déjà sur la place qu'elles ont à prendre. Oui, et des boîtes aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une loi qui a été votée qui demande aux boîtes à plus de 2500 salariés à avoir au moins... C'est même 1000, non? Au 1000, ouais. Ouais, 1000, je crois. Voilà, ouais. C'est encore mieux, tu vois, avoir un minimum de pourcentage de femmes dans les boards. Et aujourd'hui, on a des boîtes qui préfèrent payer des pénalités pour ne pas avoir des femmes que d'avoir des femmes. Alors que je pense qu'aujourd'hui... Sincèrement, moi, je pense que quand on me dit Farah, il n'y a pas assez de femmes, je dis, vous ne voyez pas assez. Il y en a. Vous ne cherchez pas assez. Exactement. Il y en a. Peut-être que tu vas mettre plus de temps. Peut-être que tu vas devoir faire plus d'efforts. Peut-être que tu vas devoir être plus à l'écoute. Et les femmes aussi, certainement, on a des efforts aussi à faire de notre côté. Mais dire qu'on n'en a pas, c'est pas forcément très vrai. Donc, clairement, nous, aujourd'hui, on ambitionne avec Women of Influence à aller... bouger les lignes, mais des deux côtés, mais surtout d'aider ces femmes à avoir le souffle. Parce que, comme je te disais, nous, on a vraiment été frappés par le nombre de femmes qu'on a eues, qui sont venues nous voir et qui nous disaient moi, je suis dans ce poste et c'est difficile pour moi, donc je pense que je vais abandonner. Et on était là en mode, mais non, tu vas jamais abandonner, on va être là, on va t'aider, on va voir est-ce que tu as besoin de mentoring, est-ce que tu as besoin de contact, comment on peut t'aider à aller mieux et te sentir à ta place parce que tu es à ta place. Donc voilà. Est-ce que tu es féministe? Est-ce que tu te qualifies de féministe? C'est une question très dure pour moi parce que
En fait, je ne saurais pas définir déjà le féminisme. Moi, ce que je peux te dire, c'est que pour moi, je suis égalitaire. C'est ça qui est important. C'est que je me dis pas, je suis pas au-dessus de l'homme n'est pas au-dessus de moi. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre des hommes, des femmes aussi, et les femmes autrement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être égalitaire. C'est vraiment ça le mot que j'aime bien. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le mot féministe a été tellement galvaudé que parfois ça peut avoir une empreinte négative. Et c'est difficile parce que du coup, ça dessert les causes. Alors qu'en fait, tout ce qu'on cherche, c'est une société égalitaire. Vraiment. Pour moi, c'est le plus important. Égalitaire, y compris sur les sujets, parce qu'il n'y a pas que la place des femmes, il y a évidemment tous les sujets de diversité. Comment vous faites comment vous abordez ce sujet chez WorkLife? Et toi, dans tes équipes, comment est-ce que tu essayes d'agir pour avoir constitué des équipes diverses, le plus diverses possible? C'est sincèrement un sujet pas simple du tout. Aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que boîte, en plus, nous, on est une HR fintech. Donc, on offre une solution pour tout ce qui est avantage salarial et qui a un impact, du coup, sociétal. Voilà, donc c'est pas juste une boîte lambda. Donc, c'est une boîte qui a quand même de l'impact. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rejoint WorkLife. Et en fait, nous, déjà, il y a des valeurs que la boîte, elle porte. Elle a une culture et cette culture, elle est incarnée. Par exemple, au niveau aujourd'hui du COMEX, on est 3 femmes et on a 3 hommes. Bon, on a la parité, mais on n'a pas encore, par exemple, tout en termes de nationalité, etc. Mais on va y arriver parce que, mine de rien, il y a moi qui est tunisienne, il y a notre cofondateur qui est, lui, espagnol. Donc, voilà, on a quand même une diversité. Donc, on a également, chez WorkLife, on a été une des boîtes qui a signé le pacte IDA. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un pacte en fait qui a été fait avec plusieurs startups qui est là pour mettre en place des règles au sein des boîtes, donc une charte pour tout ce qui est donc du coup diversité, inclusivité, equity, équité. Voilà, donc j'ai pas les 4, mais voilà, les fameux 4 de ADA. Et donc du coup aujourd'hui on a une charte. On fait en sorte au quotidien de ne pas avoir des abus. On a un CSE aussi qu'on est là et qu'on valorise pour que les salariés se sentent aussi libres d'aller le voir s'il y a un problème. On a aussi une HR à l'écoute. Moi également, en tant que manager, c'est mon travail. Et après, au niveau du recrutement aussi, quand on recrute, on va s'assurer d'avoir des choses simples, entre guillemets, des fiches de poste qui sont inclusives, qu'on n'ait pas des biais. Par exemple, au moment des entretiens, on s'assure d'avoir au moins une femme dans le process, qu'on ait aussi des personnes d'autres pôles qui soient dans le process pour qu'on puisse aussi avoir des cultural fits. Donc, et puis après, on essaie aussi de faire en sorte même si on va rallonger les process, par exemple, moi, dans mes équipes tech, je sais que c'est très difficile de trouver des femmes. Ce que je disais, c'est quoi? De les avoir. On les trouve, mais les avoir chez soi, c'est pas simple. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, sur des postes de dire vous savez quoi, on cherche un senior, la personne elle est mid, mais c'est une femme, vas-y, on fait un effort. Vas-y, voyez-la quand même si on cherche un senior. Il se trouve par la suite que ça l'a pas fait, mais on a eu vraiment une candidate comme ça où vraiment j'aurais trop voulu qu'elle nous rejoigne. Et pour moi, il faut aussi être en capacité de faire ces efforts-là. De dire, ok, j'ai quelqu'un, je sais que ça va être difficile de récupérer de la diversité, et d'être égalitaire et d'avoir autant de personnes de différentes nationalités, etc. Comment je fais? Donc voilà, et dernier point qui est important, en tout cas pour WorkLife, aujourd'hui on a des équipes qui ne sont pas que basées en France. Moi j'ai des équipes qui sont par exemple en Ukraine, et aujourd'hui on sait très très bien ce qui se passe en Ukraine. Et pour moi, la diversité et l'égalité, elles passent également par là. Elles passent aussi par une boîte qui a continué à s'engager envers un pays qui est en guerre, pour maintenir des salariés qui sont aujourd'hui performants et ne pas les discriminer parce que le pays il est en guerre. Donc tu vois, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de cette histoire d'égalité. C'est vraiment beaucoup de choses qui font que la boîte, à la fin, on va sortir avec vraiment un vrai impact, et que ce soit sur notre produit, sur nos process, ça va se voir. Parce que les boîtes où on n'a pas cette diversité, c'est pas du tout la même chose à la fin. En tout cas, pour avoir travaillé dans différentes boîtes, je peux vraiment te le dire que je vois la différence quand j'ai des équipes qui sont multiculturelles, divers, avec autant de femmes que d'hommes, que des personnes avec différentes orientations sexuelles, religieuses. Les gens, ils vont faire
plus d'efforts en termes d'intelligence sociale. Et du coup, ça va être plus intéressant en termes d'échanges et on va grandir largement plus ensemble. C'est canon et c'est d'autant plus compliqué que tu as vu comme moi le scandale Penny Lane avec cette ingénieure qui, au moment du recrutement, les a interpellés sur LinkedIn en mettant en lumière leurs mauvaises pratiques au moment du recrutement quand elle a fait part de la situation précédente où elle avait été harcelée sexuellement et où le recruteur a réagi en rigolant en disant « Bon, maintenant, on va passer à des choses sérieuses ». Donc évidemment, pour la boîte, c'est désastreux en termes d'image et surtout, ça donne l'impression que ça marche sur le papier et pas dans les faits. Donc je sais que c'est un sujet extrêmement difficile. Et par contre, derrière, ce qui n'a pas du tout marché, c'est qu'ils n'ont pas du tout bien réagi. Donc, Mais c'est aussi, en fait, quand on... Tu sais, je te parlais de cette intelligence sociale. À la fin, finalement, c'est aussi de l'empathie. C'est comprendre l'autre et se mettre à sa place. Absolument. Et ça, on en a besoin dans toutes les entreprises. Et en plus, c'est dans leurs valeurs, tu vois. Exactement. Et c'est ça le pire, quoi. C'est que, voilà, nous, on fait preuve d'empathie. Compliqué. Très compliqué. J'ai une question pour toi. J'aime bien réfléchir, surtout dans la période où on est, avec cette espèce de folie autour de l'IA. J'aime bien réfléchir à quoi sert la technologie. Parce que, évidemment, c'est en train de bouleverser beaucoup de métiers. Les métiers du développement en font partie, parce que c'est dans les premiers adopteurs de l'IA pour les aider. Comment toi, tu vois cette arrivée l'IA, des outils no-code et voilà, est-ce que ça suscite chez toi des inquiétudes ou au contraire, tu n'y vois qu'une source d'opportunité? Alors, pour moi, je suis très optimiste parce que je vois qu'aujourd'hui, mine de rien, les outils actuels, et je reste assez aussi optimiste pour l'avenir, pour les outils que je verrai qui viendront, font qu'augmenter notre productivité, nous challenger et nous pousser à être meilleurs. Tu vois, quand on a eu Internet ou quand on a eu Google, tout le monde avait peur qu'on va lâcher les livres et qu'en fait, on va devenir bête, etc. Je pense bien sûr l'extrême elle existe. Si on peut être passif, si on veut être passif, on peut toujours être passif, mais on peut toujours prendre la technologie en tant que moteur et aller l'utiliser à bon escient et du coup grandir avec la technologie. Aujourd'hui, moi par exemple sur l'impact de l'IA que ça donne sur mes équipes avec un copilot, avec un ChatGPT, avec un Claude, voilà tous ces outils, avec tous les outils de low code, no code. Moi par exemple aujourd'hui chez Worklife, le back-office, on le fait avec du low-code quasiment. Et c'est génial parce que ça me permet aussi de gagner énormément de temps, de ne pas avoir énormément d'équipes. Donc, d'un point de vue business, c'est aussi super intéressant à la fin. Donc, moi, je pense qu'on évolue avec la technologie. Aujourd'hui, on a une excellente opportunité avec l'IA pour aller créer de nouvelles capacités et de pouvoir faire du business différemment et d'une manière encore plus rentable, entre guillemets, par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Peut-être qu'avant, on devait vraiment avoir dès le départ un senior dev pour pouvoir faire monter sa boîte. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense qu'avec très peu de choses, on peut monter une boîte sans même connaître une ligne de code. Et c'est d'autant plus intéressant pour les CTO parce que du coup, ça vulgarise la tech et ça fait que on parle un langage qui devient de plus en plus universel. Et les gens se rendent davantage compte de la valeur de la tech dans leur quotidien, dans leur business. Et donc, tu vois, c'est vraiment pour moi un vrai cercle vertueux. Aujourd'hui, t'as pas un board qui essaye pas de comprendre comment l'IA peut agir positivement dans ses équipes et dans les boîtes dans lesquelles la boîte dans laquelle il est. Il n'y a pas quelqu'un dans le quotidien, en tout cas quand on veut être éclairé, pas quelqu'un aujourd'hui qui n'utilise pas un chat GPT. Peut-être que les gens que je connais, mais voilà, donc c'est quand même intéressant. Oui, est-ce qu'il n'y a pas Alors, je me méfie toujours du effet de halo. C'est-à-dire que toi comme moi, on évolue dans un écosystème et c'est loin d'être une réalité parce qu'il y a malheureusement beaucoup de nos concitoyens qui sont totalement démunis face au numérique. Il y a évidemment toutes les populations, mais pas seulement les populations les plus seniors. Il y a cette vraie fracture pour moi. Alors, est-ce que l'IA est vraiment une opportunité
C'est ça, en fait, mon interrogation. Écoute, peut-être que je me trompe, hein, mais moi je me dis à chaque fois quand on fait de la conduite du changement, tu sais, il y a une jolie courbe qui est le déni, la dépression. On commence à adapter, à évoluer, puis après on avance. Et chaque fois qu'on a des changements dans la société, dans la technologie, etc., ça passe toujours par là. Et tu auras toujours des personnes, au départ ça va être toujours comme ça, des personnes qui vont être à la pointe du sujet, qui vont suivre, et par la suite d'autres qui vont pas pouvoir suivre, et à la fin, les vieilles populations, peut-être qu'ils seront trop dépassées, ou peut-être qu'elles monteront dans le train. Tu vois, moi j'ai un exemple très parlant, c'est Facebook. Quand Facebook est tombé, quoi, est arrivé en 2008-2009 en Tunisie, que ça commençait vraiment à être la hype, tous les jeunes, ils étaient sur Facebook, et les parents, ils étaient là, en mode, je comprends pas pourquoi et tout. Et ce qui est super drôle, c'est que on est en 2024, maintenant, sur Facebook, il reste que mes parents, moi, j'y suis plus. Donc voilà. Éventuellement ta grand-mère. Exactement, éventuellement ma grand-mère qui a 93 ans, elle est sur Facebook, mais moi, j'y suis plus. Donc voilà, en fait, c'est normal, le rejet, il fait partie de la conduite du changement, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans que ChatGPT est là, sur le marché, et pas que. On a du Claude, on a du Gemini, on a du Mistral. Voilà, du Mistral, merci pour la touche française, en effet. Et oui, aujourd'hui, on peut pas, au vu de l'investissement, voilà, c'est aussi ça, hein, il faut se dire, il faut être pragmatique, au vu de l'argent qu'on est en train d'injecter dans ces technologies, c'est impossible qu'elle fasse long feu. C'est quoi, je vois très mal un scénario où ça va pas continuer à croître, vu tout l'argent qu'on injecte. Donc voilà, c'est de la conduite du changement. Voilà, avec plein de challenges, et on va s'arrêter là, malheureusement, même si on pourrait continuer des heures, parce que c'est le moment de te demander un petit peu tes questions de référence. Est-ce que tu peux mentionner la femme qui t'inspire le plus? Je sais que cette question est difficile à chaque fois pour mes invités, parce qu'elles me répondent toujours, mais il y en a plein. Voilà, je te demande d'en choisir une. Ah là là. En fait, je dirais Gisèle Halimi. J'aime beaucoup tout ce qu'elle a fait. En plus, elle a vécu en Tunisie, donc il y a une vraie touche personnelle qui, moi, me tient à cœur. Et elle a quand même eu un parcours dans le droit. Et moi, je viens d'une famille qui a toujours été très proche des sujets de droit, etc. Donc, c'est des sujets sur lesquels je suis extrêmement sensible. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, cette femme a beaucoup fait. Et me démontre aussi à combien, quand on est étranger, qu'on vient et qu'on veut changer les choses, on peut aussi les changer. Super. Un livre qui t'a vraiment servi, inspiré, ou simplement dans ton travail que tu trouves une référence? Ouais. Alors, en fait, pour une fois, je vais donner un livre qui n'a absolument rien à voir avec le travail. Parce je t'en remercie. C'est intéressant. C'est le livre de Paulo Coelho qui s'appelle Le Zaïre, qui en fait, il y a beaucoup de notions aussi de religion, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans le livre. Juste, j'explique un petit peu à nos auditeurs et auditrices. Il y a beaucoup de proverbes dedans, et beaucoup comme des fables. Et je trouve qu'en fait, c'est très philosophique et très intéressant de voir parfois les choses sous d'autres angles, peut-être parfois mystiques, voilà, religieux, mais ça nous permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Clairement. L'émission que tu aimes, que ce soit le format, tu connais, hein, quel que soit le format, en fait. Alors, le truc, c'est que j'écoute plein de choses, mais je me rappelle pas des noms. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'écoute souvent deux podcasts, celui de Simon Sinek et d'Adam Grant. Donc les deux, j'écoute énormément, mais surtout Simon Sinek, je suis une grande fan. Est-ce que, en dehors de la cause que tu défends avec Women of Influence, est-ce qu'il y a autre chose, un autre sujet qui, toi, te tient à cœur, et à part la qualité? Parce que je sais, en plus, tu as écrit un livre sur ce sujet. J'ai une newsletter. Tu as une newsletter. J'ai une newsletter, je suis public speaker sur le sujet. Donc je te dirais, clairement, c'est mes deux sujets de prédilection. C'était deux sujets, ouais. Mais tu vois, d'ailleurs, là, on me voit sur La Femme.
mais je vraiment largement plus sur la qualité, même si les deux sujets me tiennent extrêmement à cœur. Mais le sujet de la qualité, c'est un sujet, je pense, qui me guidera dans ma vie parce que ça fait partie aussi de mes valeurs et de ce que j'ai envie d'avoir en tant en termes d'impact, que ce soit dans les boîtes avec lesquelles je travaille ou même au-delà, j'espère. Ouais, c'est marrant parce que c'est un sujet, on dit qualité, c'est pas très sexy en soi. Je connais plein de personnes qui s'occupent de qualité, qui sont formidables, mais c'est juste que effectivement la façon dont tu le présentes, je pense, est sans doute plus anglo-saxonne que française en fait. Je pense que la vision française, c'est un peu qualité empêcheur de tourner en rond, tu vois. Alors qu'effectivement, dans le monde du développement, c'est absolument indispensable en fait. Tu peux rien faire sans. Mais totalement. Mais tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça, moi, j'avais changé il y a 1 an et demi, 2 ans. Je ne parle plus de qualité, je parle d'excellence. Parce que je pense que le mot est plus juste. C'est ça. Et plus révélateur par rapport à ce qu'on souhaite faire. Parce que la qualité, ça reste quand même très subjectif, alors que l'excellence, on sait qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a, juste pour finir, il y a une compétence que tu veux développer cette année ? Oui, la négociation. Clairement, je veux devenir un meilleur négociateur. C'est pas par rapport au salaire, mais je pense que en fait, quand on arrive dans des postes à haute responsabilité, surtout quand on a en face de nous un grand groupe ou même des grands clients, parce que moi j'ai que des clients qui sont aujourd'hui de enterprise, du CAC 40, donc c'est quand même des grands groupes. C'est pas simple de négocier. Et donc du coup ça me rapproche plus du business, mais moi j'aimerais vraiment pouvoir réussir à négocier davantage que ce que je fais aujourd'hui. Faut que tu testes le GPT de Negotiator. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Ah mais il est fait pour ça. Il est fait pour t'aider à t'améliorer en négociation. Il est dans les. Moi, je regarde que les tops. Hein, tu vois, ceux qui sont quand même beaucoup utilisés. Et je trouve ça intéressant. Ah mais totalement. Faut que j'aille tester. Écoute, je pars avec plein de tips de chez toi, Aurélie, aujourd'hui. Bah écoute, en tout cas, ravie, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler au podcast dans cette période hyper chargée et active. Je vais continuer, bien sûr, à te suivre sur les réseaux sociaux. Si on veut te contacter, j'imagine, c'est sur LinkedIn avant tout. Totalement. Voilà, où vous faites un malheur, toi et tes comparses de Women of Influence. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore, Ellie, pour cette interview. J'ai vraiment adoré. J'espère que cette conversation avec Farah Chapchoup t'a plu autant qu'à moi. On a parlé de plein de choses, de qualité, d'engineering, de carrière, de Tunisie, de la place des femmes, du pouvoir, de l'influence. Je t'ai mis toutes les références évoquées avec Farah dans la description de l'épisode, notamment le lien vers le site Women of Influence. Si tu es directrice et que tu veux rejoindre ce groupe, n'hésite pas. Tu peux aussi contacter Farah sur LinkedIn. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à le partager, à le faire connaître autour de toi. C'est ce qui est le plus important pour un podcast pour exister. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre conversation avec une jeune femme tout aussi inspirante avant la trêve des fêtes. D'ici là, porte-toi bien et n'arrête jamais d'explorer.